Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. On va avoir Nicolas Hott sur la chaîne une fois par mois et on va structurer le podcast chaque fois de la même manière. On va d'abord avoir une première partie comme d'habitude avec un genre d'interview où on va prendre l'actualité autour de Nicolas. Une deuxième partie où on va revenir sur les combats sur lesquels on peut tirer des chouettes leçons et puis une troisième partie plus égoïste où c'est moi qui choisis un sujet sur lequel j'ai envie d'échanger avec Nicolas. Et avant de lancer l'intro, on va aussi remercier Rust de la Sueur car c'est grâce à lui qu'on a une bonne connexion pour enregistrer ce podcast. Allez, je balance l'intro et on est parti. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Comme tu le sais, nous sommes soutenus depuis très longtemps par notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à eux que nous pouvons continuer à consacrer autant de temps pour produire notre contenu. Donc tout d'abord, merci à Unibet.fr. Si t'es un peu joueur, Unibet.fr est le site qui t'offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. Avec notre lien en description, les copains d'Unibet.fr t'offrent un free bet allant jusqu'à 100 €. Très important, inscris-toi uniquement, vraiment uniquement, si c'est pour jouer avec une approche ludique et responsable, en mettant un budget que tu es prêt à perdre. Comme nous, vois le jeu comme une opportunité de te renseigner davantage sur le sport qui te passionne. Nicolas, Alors non, c'est moi, hein, désolé, mais petit message pour vous dire que malgré l'infinie gentillesse de Rust qui vraiment a tout fait pour nous aider avec la connexion, au final ça a coupé à plusieurs reprises, voilà. Donc toutes nos excuses si certains sujets sont pas approfondis comme ils auraient pu l'être d'habitude, et si certaines transitions, ma foi, sont un peu sèches, mais promis, il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour que ça soit corrigé dès la prochaine fois. Et en attendant, je rends l'antenne à Chris et puis profitez bien. Baki se prépare chez toi. C'est une actualité qui a fait un petit buzz la semaine passée. Raconte-nous un peu comment la décision a été prise et comment tout ça s'organise. La première des choses à savoir, c'est que Baki, ça fait longtemps qu'on se connaît. Avant toute sa notoriété, quand il est venu à Paris, en fait, il a décidé de commencer à s'entraîner sur Paris. Il est passé à la Hatch Academy et il est passé au Mamoudi, accompagné de Ramzan à l'époque. Et à l'époque, on a travaillé un peu sur sa préparation physique, on a travaillé un petit peu sur son grappling avec l'aide de Thomas Loubersan. Et donc, Baki, on a cette connexion depuis longtemps, où on échange, où il passe régulièrement au gym. Et je pense que tout naturellement, là, pour son retour dans le MMA, il y a eu cette envie de collaborer, déjà par rapport à notre affinité sur le plan du travail, mais aussi, je pense parce que j'ai une équipe où les poids qui tournent autour de celui de Baki, 80, 85, 90 kilos, j'ai beaucoup d'élite autour de ces poids-là. Ça semble faire sens. Et justement, en parlant de poids, il est dans la catégorie entre Nassourdine et Benoît Saint-Denis, dont on parlera un peu plus tard. C'est aussi un ajout intéressant pour tout le monde. Et ça me permet aussi de rebondir sur une question plus générale. À quel point tu aimes bien travailler entre différentes catégories de poids dans une préparation? En fait, naturellement, de manière très écologique, il y a tout un tas de mecs qui sont autour de 80-90 kilos hors combat qui se sont réunis autour de moi. Et donc, si demain j'avais un poids léger qui voulait rejoindre l'équipe, c'est pas que c'est pas possible, c'est possible, tout est possible. Mais c'est plus compliqué pour moi de lui proposer des sparring de qualité. Par exemple, à l'US Métro, il y a beaucoup de sparring de très haute qualité, autour de 61, 66, même jusqu'à 70 kilos. Moi, j'ai beaucoup moins ces catégories-là, mais par contre, au-dessus, j'ai beaucoup de sparring de qualité. Et donc, forcément, c'est un travail qui peut s'avérer complémentaire parce que un Benoît Saint-Denis, il peut tourner avec un Mickaël Lebou, il peut tourner avec un Baki, il peut tourner… c'est des poids qui sont assez similaires. Et donc, un Baki peut tourner avec Mickaël Lebou, un Baki peut tourner avec Wissem Arkmouche, il peut tourner avec Nassourdine Numavov. Et donc, il y a plein de poids, plein de personnes qui peuvent tourner ensemble. Et donc, ça, c'est très intéressant d'avoir des profils qui peuvent collaborer. Et pour donner de la lumière à ceux qui s'y connaissent peut-être un peu moins en MMA, pourquoi c'est plus intéressant de tourner avec des gens de son propre poids plutôt que tourner avec des gars beaucoup plus lourds ou beaucoup plus légers? Alors, plus lourd, ça peut être intéressant quand le niveau technique il y a une trop grande différence dans le niveau technique. C'est-à-dire que si je suis très avancé d'un point de vue technique, je peux compenser le manque d'avancement technique ou stratégique de mes partenaires par un poids qui est plus important. Et donc, ils vont gagner en termes de force,
en termes de fatigue sur les mouvements de lutte notamment. Et moi, je vais devoir compenser par une technique plus accrue ou une stratégie plus accrue. Ça peut être intéressant dans ces cas-là. Mais quand il y a trop de différence de poids, déjà, ça augmente le risque d'accident, de blessure. Notamment sur les phases de lutte. Il suffit qu'il y ait trop de poids sur une articulation et ça peut provoquer des blessures. Ça peut provoquer des blessures même sur les phases de striking avec des coups qui sont beaucoup plus puissants. Et donc, ça devient, d'un point de vue anatomique, d'un point de vue accidentogène, ça devient beaucoup moins intéressant que lorsqu'on a tout simplement des combattants qui sont dans des poids qui sont relativement proches, dans des niveaux qui sont relativement proches et qui, par conséquent, peuvent céder. Ce que je dis souvent, c'est que Wissem, qui est par exemple un top 77 national, c'est intéressant pour Benoît, parce que Benoît, c'est un top 70 international. Et donc, les deux peuvent bien tourner ensemble parce qu'il y en a un qui performe à l'international à très haut niveau, l'autre qui performe au niveau national à très haut niveau. Et donc, les deux sont des sparring qui peuvent énormément s'aider. Quand le niveau monte, un top 77, il peut tourner avec un top 70, mais un top 84 qui tourne avec un top 70, ça devient compliqué, sauf sur des thèmes très spécifiques. Il y a des thèmes très spécifiques sur lesquels on peut faire tourner quasiment tout le monde ensemble. Mais sur des thèmes plus généraux, comme on va faire du MMA, c'est plus compliqué de faire tourner des poids qui sont très espacés. Ouais, donc c'est intéressant quand tu choisis ton équipe ou le camp où tu vas faire ta préparation, de regarder un peu ce qui est disponible en termes de partenaires d'entraînement pour que ça se rapproche de ton poids ou que ce soit même dans la même catégorie de poids, et tu peux faire des distinctions sur base de différences de niveau. On a un tout petit peu parlé de Benoît Saint-Denis et j'aimerais revenir sur lui. Donc depuis quelques semaines, le combat entre Joel Alvarez et Benoît Saint-Denis est officiel. On sait aussi depuis plusieurs mois maintenant que Benoît Saint-Denis t'a rejoint et te prend comme entraîneur principal. J'ai une double question ici parce que au moment de l'annonce de son combat contre Joel Alvarez, il y a eu beaucoup de réactions d'inquiétude sur le, entre guillemets, choix de l'adversaire. Donc ma double question, c'est tout d'abord, est-ce que quand on est à l'UFC, on a réellement le choix? Et la deuxième question, c'est si on a un semblant de choix, et même si on n'a pas le choix, mais ma deuxième question, c'est quelle est ta méthode pour évaluer si un combat est bon à prendre? Parce qu'au final, voilà, si à l'UFC on n'a pas le choix, tu as quand même d'autres combattants qui sont pas à l'UFC sur lesquels tu peux avoir un droit de parole, donc sur le choix. Je suis très intéressé par connaître ta méthode pour évaluer si un combat est plutôt bon à prendre ou s'il vaut mieux l'éviter. Donc la première des choses, c'est de comprendre que on peut se tromper. C'est-à-dire que notre but, c'est d'évaluer est-ce qu'on pense être plus fort que le combattant adverse, est-ce qu'on pense savoir comment pouvoir le battre, est-ce qu'on pense pouvoir le préparer de bonne façon. Et une fois qu'on a réuni tous ces éléments, on dit ok, effectivement, c'est un combat que je veux prendre ou pas. Quand on a le choix de prendre le combat ou pas. Ensuite, à l'UFC, on a un choix, mais ce choix, il est réduit. C'est pas qu'on n'a pas le choix. Tu as le choix, tu peux refuser. Tu peux dire, par exemple, quand il nous propose Joel Alvarez, on peut dire on veut pas le prendre. On ne sait pas si on ne le prend pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va combattre et on ne sait pas qui est-ce qu'on va combattre. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que si je regarde là la catégorie lightweight, donc j'ai le classement sous mes yeux, Joel Alvarez, il est numéro 15. Ensuite, en numéro 14, on a Grant Dawson, qui faisait partie, nous, des personnes qu'on avait proposé à affronter. En numéro 12, on a Michael Chandler. Donc, numéro 13, Benoît Saint-Denis. Numéro 12, Michael Chandler. Numéro 11, Fiziev. Numéro 10, Moïcano. Numéro 9, Dariush. Numéro 8, Paddy Pimblett. Numéro 7, Gamrot. Numéro 6, Hooker. Numéro 5, Poirier. 4, Holloway, Gadji, Oliveira, Saryukan et Makhachev. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a que des tueurs à gages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de ces mecs sur lesquels, en signant le combat, on ne nous aurait pas dit vous allez affronter un tueur. Aucun de ces mecs n'est facile à battre. Maintenant, il y a des mecs sur lesquels il y a des chemins de victoire qui correspondent au style de combat de Benoît Saint-Denis, et il y a des mecs sur lesquels le chemin de victoire est plus compliqué parce que le chemin de victoire s'éloigne du style de combat de Benoît Saint-Denis. Et je pense que Joel Alvarez, c'est le type de combat qui se rapproche du chemin de victoire de Benoît Saint-Denis. Est-ce que c'est un combat difficile? Oui. Est-ce que c'est un combat dangereux? Oui, très dangereux. Est-ce que pour autant Benoît a les armes pour battre ce mec-là? Oui, bien sûr qu'il a les armes pour le battre. À partir de là, c'est ce qu'on fait quand on est combattant. On signe, on se prépare et on va à la guerre pour remporter le combat. Très intéressant, je trouve ça bien d'un peu remettre l'église au milieu
du village parce que les gens oublient que BSD est encore dans le top 15 d'une division où il y a, comme tu l'as dit, que des tueurs à gages, que des combats compliqués. Et je pense que ça va rassurer une grosse partie de l'audience de savoir que il y a eu une réflexion derrière le choix, ou en tout cas avant la signature, et que les chemins de victoire ont été évalués comme étant des chemins qui font déjà partie des compétences de Benoît, et j'imagine que la préparation se focalise essentiellement sur ces chemins. Le combat d'avant qui avait été proposé à Benoît, c'était Pimblet. Benoît, il avait accepté ce combat contre Paddy Pimblet. Il s'avère que Paddy l'avait refusé parce que c'était moins intéressant en termes de classement que Chandler, etc. etc. Mais peut-être qu'à l'époque, on nous aurait dit Paddy, c'est mieux qu'Alvarez, ou peut-être qu'on nous aurait dit la même chose. Mais ce qu'on a constaté ce week-end, c'est que Paddy Pimblet, c'est un bourbier. C'est pas un combat facile. Et donc, je rebondis et je reviens encore une fois sur le fait qu'il n'y a pas de combat facile dans le top 15 des 70 kilos. Exact. Donc maintenant que vous êtes en pleine prépa avec une échéance qui se rapproche, dans un précédent podcast avec moi, tu disais que la dynamique entre distanciel et présentiel pour Benoît et toi allait changer sur base de où en était le prochain combat. Maintenant que ça se rapproche, est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment vous vous entraînez et comment vous programmez justement le distanciel versus le présentiel en ce moment? Yes. Bah, ça fait 2 semaines qu'on a commencé le training camp. Donc là, on est à la 3e semaine. Donc ça fait 2 semaines que Benoît vient du lundi au jeudi. Enfin, il arrive le dimanche soir. Ensuite, il fait 2 sessions le lundi, 2 sessions le mardi, 2 sessions le mercredi, 1 session le jeudi matin. Et ensuite, il repart à Bayonne où il va faire sa préparation physique et du travail au sol. Sur son passage à Paris, il a 2 sessions de boxe anglaise avec Luis Mariano. Il a 2 sessions de MMA en cours collectif avec l'ensemble des personnes qui s'entraînent avec moi en cours collectif. Et ensuite, il a 3 sessions de MMA aussi, mais en cours privé, enfin en tout petit groupe. Par exemple, aujourd'hui, ça va être avec Baki, avec Nassourdine et avec Wissem. Donc un tout petit groupe de 4 personnes sur lesquels il y a des thèmes qui sont très particuliers. Le thème, par exemple, aujourd'hui, le thème, ça va être les frappes à partir de la garde et ensuite le contrôle à partir de ça. Et donc, parfois, ça peut être boxe-lutte, ça peut être la lutte en chaîne, ça peut être des transitions, etc. etc. Donc ça, c'est un travail particulier qui est fait le soir. Et ensuite, le matin, il y a un travail qui est plus collectif, qui est précis pour lui, mais qui est quand même avec tout un groupe autour. Et donc, différents sparring partners. D'accord, donc on a un genre de bon mix entre un Benoît Saint-Denis qui redevient un élève, mais aussi une préparation spécifique par rapport à son prochain adversaire avec des partenaires d'entraînement qui sont là pour le préparer à sa prochaine échéance. Et c'est pas mal en fait, hein. Je trouve que le format du dimanche au jeudi sur Paris avec un retour à Bayonne et dans son environnement préféré où il continue une préparation physique, ça me semble être une très bonne répartition. Dernier sujet où on commence à se poser un tout petit peu des questions, c'est autour de Nassourdine Imavov. Il est clairement en attente avec une division où on voit qu'il y a de plus en plus de contenders qui montent. Ceci étant dit, te connaissant, je pense que vous travaillez uniquement sur les choses sur lesquelles vous avez un contrôle. Donc ça signifie que tant que Nassourdine est en attente, vous pouvez vous concentrer davantage sur sa progression générale plutôt que spécifique, surtout qu'il a été super actif récemment, donc il y a eu beaucoup de préparation spécifique. Il a plus vraiment travaillé pour son style de manière générale. Explique-moi un peu comment se passe l'analyse et la programmation quand on est sans échéance. La réalité, en fait, c'est que nous, avec Nassourdine, on regarde de l'avant. Donc, à partir du moment où on regarde de l'avant, le travail qu'on fait, il est déjà spécifique parce que devant nous, il y a DDP ou Khamzat Chimaev. Donc, à nous de comprendre qu'est-ce qui peut permettre à DDP de gagner contre Nassourdine et qu'est-ce qui peut permettre à Khamzat de gagner contre Nassourdine et qu'est-ce qui peut permettre à Nassourdine de gagner contre ses 2 adversaires. Et à partir de là, on fait un travail général, mais qui en réalité est spécifique à ces 2 personnes-là. Donc on essaye tu sais, c'est toujours la question de comment je fais en sorte que mon adversaire puisse pas me battre, et ensuite, une fois que je lui ai enlevé ses armes pour me battre, comment je fais en sorte de moi gagner et de m'imposer. Et
Et donc, la réflexion qu'on a avec Nassourdine sur ce retour au travail, c'est comment être capable de battre DDP ou Khamzat Chimaev. Voilà les questions qu'on se pose. Ok, intéressant. Donc effectivement, on reste quand même sur du spécifique parce que il y a une haute probabilité que le prochain adversaire ne soit que d'un ou deux profils différents. On va passer à la partie 2 de ce podcast. Donc en tant que coach, forcément tu observes des combats dans le but de tirer des apprentissages. Donc on en a discuté en off et tu voulais qu'on revienne sur Paddy Pimblett contre Michael Chandler et sur Sean Brady contre Leon Edwards. On va commencer par le plus récent. Quand tu as observé le combat entre Paddy Pimblett et Chandler, quels ont été les apprentissages que tu en as tirés? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on sait que Pimblett, c'est un finisseur. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui a un super JJB, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, a travaillé à partir du dos, au sol, etc. etc. Et quand il s'est retrouvé sur Chandler, Pimblett, quand il s'est retrouvé sur Chandler et qu'il avait l'occasion d'aller chercher un étranglement arrière, de se jeter sur le dos, de faire des transitions, etc., il a fait ce choix de rester au-dessus, de garder une position forte au-dessus en mettant du poids, en mettant de la hanche, etc., de frapper et d'aller chercher plutôt un finish avec des frappes et éventuellement, il aurait pu aller chercher un étranglement arrière, mais en restant au-dessus, plutôt que se mettre sur le dos. Et souvent, moi, ce que je conseille à mes combattants et ce que je dis, c'est que le travail au sol en MMA moderne, il doit se faire au-dessus, de manière générale. C'est-à-dire que tu peux travailler un peu en dessous, mais de manière passagère, mais de manière générale, travailler au-dessus, c'est beaucoup plus intéressant que travailler en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est que même les plus grands experts du sol, comme Paddy Pimblett, comme Sean Brady, sont des gens qui vont travailler d'au-dessus, qui vont tenter de rester au-dessus, qui vont fatiguer leur adversaire avec des frappes, avec des positions fortes. Et une fois qu'ils ont fatigué leur adversaire, ils vont créer la soumission ou ils vont mettre suffisamment de frappes pour arrêter le combat. Et c'est pour moi ce qui se passe dans le MMA moderne et une grande différence avec le MMA qu'on voyait il y a 5 ou 10 ans où on avait encore des gens qui arrivaient à performer d'en dessous. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quasi exceptionnel, des gens qui performent d'en dessous. Et l'exemple que je donne toujours là-dessus, c'est quand même Grant Gracie. Grant Gracie, c'est 4 victoires en moins de 77 à la DCC, donc 4 victoires par soumission dans le plus grand tournoi de grappling au monde. Et Grant Gracie, c'est une défaite contre Charles Jourdain parce qu'il tire la garde et qu'il n'arrive pas à le soumettre. Une défaite contre Bryce Mitchell parce qu'il prend un KO à partir de sa garde. Et donc, il n'arrive pas à faire ça. Et même quelqu'un comme Davi Ramos, qui est pareil, je crois que c'est 4 victoires à la DCC en 77 kilos, avec que des soumissions, dont une soumission en finale en genre 1 minute ou 2 minutes, c'est quelqu'un qui en MMA va lutter et va travailler d'au-dessus. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, quel que soit ton niveau de sol, même si tu es le meilleur au monde au sol, en MMA, il faut travailler au-dessus plutôt qu'en dessous. Ouais, c'est un défaut qu'on relève assez souvent ici sur Fight Minds. Il y a encore des grappleurs qui viennent du Jiu-Jitsu qui ont un peu trop cette habitude de travailler de leur dos. Par conséquent, qui mettent pas assez d'énergie dans leur lutte défensive parce qu'ils se sentent suffisamment à l'aise sur leur dos pour produire quelque chose d'offensif et potentiellement prendre les minutes. Mais ça se fait de plus en plus rare. Je pense que le dernier exemple qu'on peut citer et qui est très frais dans la mémoire, c'est Chase Hooper. Je pense que lui est encore capable de travailler de son dos, mais il est hors top 15. Et j'ai l'impression que plus tu vas te rapprocher du top 5, moins ce sera possible de produire quelque chose de ton dos parce que l'anti-grappling ou les top contrôles aujourd'hui sont trop bien développés chez tous les combattants. Et j'aime bien cette notion parce qu'effectivement, on voit cette transition de mindset ou cette transition d'approche chez Paddy Pimblett qui, à l'époque, aimait beaucoup travailler de son dos et qui semble ne plus vouloir le faire. Et donc, il y a aussi une question de contexte. Je pense que les seuls moments où tu peux te mettre sur ton dos, c'est quand tu as déjà le round et qu'il reste 30 secondes et que ça va rien changer sur la fin du round. Là, c'est le moment où tu peux prendre ce genre de, entre guillemets, risque. Mais clairement, s'il reste 4 minutes sur un round, je pense que c'est pas intéressant de te mettre sur ton dos, peu importe la confiance que tu as sur ton jeu d'en dessous. C'est assez intéressant parce que... Oui. Je suis totalement d'accord et je rebondis sur ce point parce que je trouve que c'est un point qui est très intéressant. C'est vrai que les décisions doivent être adaptées au temps restant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à incorporer à mon coaching parce que c'est vrai que j'essaie d'automatiser beaucoup de réponses. Et finalement, j'ai tellement
j'ai tellement envie d'automatiser des réponses qui sont bonnes, qui sont souvent, par exemple, le travail dos dessus et ne pas partir sur le dos et travailler dos dessus et mettre des frappes, etc., que je néglige l'aspect il reste 30 secondes, tu peux te le permettre. Ou il reste 45 secondes et tu peux te le permettre. Et c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait circonstancer la réponse, circonstancer le choix à faire et dire effectivement, ce choix-là, c'est le meilleur sur les 4 premières minutes du combat, du round. Et par contre, dans la dernière minute, l'autre choix, c'est un choix qui est plus justifié. Mais il faut un combattant de tellement haut niveau pour être capable de dire j'ai automatisé cette solution pour les 4 premières minutes du round et pour la dernière minute du round, j'ai une autre solution que j'automatise que souvent, je préfère pencher la balance plutôt du côté de la sécurité et de conserver les positions que d'aller du côté tu peux tenter ça et avec cette frayeur, parce que la réalité c'est qu'il y a beaucoup, on a plus de combattants de MMA qui vont tenter et qui vont pas réussir que de combattants de MMA qui vont pas du tout tenter et qui vont les combattants de MMA, ils sont de manière générale plus enclins à tenter cette soumission, à tenter ce truc-là, à tenter de se jeter sur le dos plutôt que l'inverse. Et du coup, j'ai plutôt tendance à pousser la bascule plutôt du côté de garde que garde, mais s'il reste 45 secondes, tu peux tenter. Et je pense que un des exemples qu'on peut citer, parce qu'il est mythique et puis ça a marqué le MMA français, c'est Cyril Gane contre Francis Ngannou avec cette fameuse clé de talon, alors qui n'est pas faite dans la dernière minute, qui est faite dans les dernières 2 minutes 30, 3 minutes, mais qui fait basculer le combat et le titre. On aurait pu ce soir-là avoir le premier champion français de MMA. Ouais, et encore une fois, parce qu'on va venir sur la dernière partie de ce podcast sur les choix. Pour prendre l'exemple de Cyril Gane contre Francis Ngannou, le choix n'était pas mauvais sur base des informations qu'il avait. Les informations qu'il avait, c'est qu'il devait finaliser dans le round numéro 5. Et sur base de ça, il y a une prise de risque qui est nécessaire. Si l'instruction entre le 4 et le 5, c'était tu dois prendre le round, il serait probablement pas parti sur cette clé de talon à ce moment-là, et il aurait probablement pris le combat. Donc encore une fois, c'est un mauvais résultat, mais c'est pas un choix, et on va revenir là-dessus dans la troisième partie. Ici, moi, ce que j'aime bien comme exemple dans ce cas de figure, c'est quand tu travailles le contrôle du dos. Effectivement, s'il reste 4 minutes dans le round, ton but, c'est l'étranglement arrière. Tu vas garder le dos pour chercher plutôt l'étranglement arrière ou reprendre la monte ou frapper à partir du dos en étant au-dessus avec un back mount. Par contre, si pendant 4 minutes, tu as eu le dos et tu n'as pas réussi ton étranglement et tu sens que tu es encore loin, au moment où il reste 30 secondes dans le round, il n'y a pas de mal à partir sur la clé de bras à partir du dos. Mais c'est pas quelque chose que tu vas faire quand il reste 3 minutes 30 dans le round parce que tu as un risque élevé de perdre une position ultra intéressante qui te garantit la prise du round au détriment d'une faible probabilité de finir la clé de bras, parce que ça fait combien de temps qu'on n'a plus vu une clé de bras à partir du dos. C'est peut-être Verdum qui l'a placé la dernière. Totalement d'accord. C'est vraiment mon approche sur le sujet, effectivement, quand tu es dans une position qui est aussi dominante, de la conserver, parce que l'issue, je pense qu'on a la transition toute trouvée avec la suite du podcast et la suite des questions qu'on se pose. Quand tu es dans le dos de quelqu'un et que tu es dominant, l'issue, c'est une victoire parce que tu as gagné le round, ou une victoire parce que tu as terminé ton adversaire avec des frappes, ou une victoire parce que tu as terminé ton adversaire avec une soumission. Donc, c'est quasiment que des bonnes solutions. Quand tu tentes la clé de bras, ça peut être une bonne solution, un finish, mais ça peut être aussi un renversement, ça peut être la perte du round. Et donc, les conséquences, elles sont beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus mauvaises, surtout quand tu les prends au début de round. Donc, effectivement, on arrive je vais te laisser introduire la dernière partie, mais on arrive à ce jeu de statistiques qui résume bien le MMA au final, puisque le but du MMA, c'est de prendre des décisions qui, la plupart du temps, nous mènent vers la victoire et de faire en sorte que l'addition de ces décisions, elle nous mène vers la victoire. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que effectivement, tu as un game plan dans lequel, dans ton game plan, tu fais en sorte de ne pas être amené au sol et de ne pas être sur le dos. Ça ne veut pas dire qu'à l'entraînement, tu ne travailles pas le fait que tu puisses être amené au sol et si tu es amené au sol, que tu puisses te relever. Tu le travailles. Mais le plan,
c'est de ne pas se retrouver dos au sol. Et ensuite, si jamais tu t'y retrouves, bah, comment tu fais pour t'en sortir? C'est un deuxième temps. Tu le travailles parce que si tu y es, tu vas avoir la capacité de te relever. Et je dis souvent aux gens, je dis, imagine que j'affronte le meilleur lutteur du monde. Imagine que j'affronte Khamzat Chimaev ou Khabib Nurmagomedov. Et à chaque fois qu'il me fait tomber, dans les 5 secondes qui suivent, je me suis relevé. Bah, ce pouvoir-là, de pouvoir se relever en quelques secondes quand je suis tombé, il est fantastique. Parce que quasiment, il annule le pouvoir qu'il a, lui, de me faire tomber. Parce que l'énergie qu'il va prendre à me faire tomber, je l'ai annulée avec ma capacité de se relever. Maintenant, la réalité, malgré tout, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle la loi de la gravité, qui fait que quand je suis au-dessus, de manière générale, j'utilise moins d'énergie que quand je suis en dessous. Et donc, de manière générale, je préfère ne pas tomber et être au-dessus du mec qui a essayé de me faire tomber et le fatiguer, plutôt que tomber et devoir faire tout cet effort pour me relever. Mais on est obligé de travailler aussi le deuxième cas. Et c'est parfait parce que nos derniers échanges, là, ils ont vraiment bien introduit la troisième partie. Donc, la question un peu égoïste sur laquelle j'ai envie de discuter avec toi, c'est Thinking in Bets. Donc, pour mettre un peu de contexte, récemment, tu m'as envoyé le livre, la référence de ce livre, et on trouvait tous les deux qu'il y avait des liens à faire entre le fonctionnement du poker et celui du MMA. Donc, en gros, que ce soit au poker ou en MMA, on doit prendre des décisions sans avoir l'entièreté des informations en main. Et puisqu'on n'a pas toutes les informations en main, une bonne décision peut mener à une mauvaise issue, au même titre qu'une mauvaise décision peut mener à une bonne issue. On avait déjà parlé ensemble de ce tweet de Open Note Grappling qu'on aime bien tous les deux. Le tweet disait que les champions sont définis par les décisions qu'ils prennent, pas par les techniques qu'ils utilisent. Et ici, pour moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'est qu'il y a une grosse différence entre le poker et le MMA sur la prise de décision. C'est le temps de réflexion. Au poker, il y a un plus long temps de réflexion. En MMA, c'est au tac au tac. Donc ma question pour toi, c'est comment un athlète peut travailler cette capacité à faire les bons choix sans avoir toutes les informations et faire ses bons choix au bon moment? C'est très intéressant la question. Comment on travaille au fait de faire des bons choix? Je pense que y a deux choses et il y a une ligne très très fine. Et j'ai envie de saluer Nassourdine Imavov qui est très très fort là-dessus. Moi, mon rôle, c'est d'identifier les bons choix. Enfin, je vais aller plus loin que ça en fait. Mon rôle, c'est de faire identifier les bons choix, les bonnes solutions à 5 minutes. Merci. Mon rôle, c'est de faire identifier les bons choix à mon athlète. Donc, mon rôle en tant que coach, c'est pas seulement une partie de mon rôle, c'est d'apporter des solutions, mais une grande partie de mon rôle, c'est de créer des situations dans lesquelles mon athlète va pouvoir trouver des solutions. Et ça, souvent, c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Quand tu as un bébé, quand tu as un enfant en bas âge, tu le mets dans une situation qui est, tu le mets dans ton salon et tu le laisses. Et lui, il veut se développer, lui, il est curieux, donc il tente de marcher. Il tombe, il se relève, il retente, il tombe, il se relève. Au bout d'un moment, il trouve la solution motrice qui lui permet de marcher. Tu ne lui as pas appris à marcher. Tu lui as permis d'être dans un environnement qui lui permettait de tester avec un risque qui était limité la marche et ensuite de progresser, ensuite de trouver le pattern moteur qui lui permet de marcher. On marche tous différemment. Il n'y a pas un prof de marche. Tu vois, il n'y a pas un mec qui peut créer un DVD demain et il dit « Moi, j'ai la technique pour marcher ». Eh bien, notre rôle en tant que coach, c'est d'identifier des solutions qui marchent plus, de créer des situations dans lesquelles mon athlète va trouver des solutions et essayer de le guider vers, tu vois, dans tout ce que tu fais, ça marche bien, ça marche moins bien, ça marche très, très bien. Quand tu fais ça, tu as 100% de réussite. Quand tu fais ça, tu as 80% de réussite. Quand tu fais ça, tu as 50% de réussite. Et de créer un maximum de situations dans lesquelles il peut identifier les bonnes solutions. Et ensuite, de renforcer, soit avec l'analyse vidéo, parce qu'on filme les entraînements, soit avec le coaching verbal, c'est-à-dire je te montre que, soit avec le coaching non verbal, c'est-à-dire je recrée des situations jusqu'à temps que tu te rendes compte que tu es en train de dominer quand tu fais ça. Et quand on associe tous ces trucs-là, et qu'on a un athlète qui est sensible aux informations, parce que
il faut aussi, une partie du coaching, c'est aussi que l'athlète, je te donne un exemple simple. Delphine Benouache, c'est peut-être l'athlète que j'ai qui écoute le plus. Elle est vraiment très, très, très à l'écoute. Et du coup, Delphine, elle a un style qui est, elle a des armes très fortes, par exemple le clinch tie. Elle a un clinch tie qui est associé à un sweep, ce qu'on appelle sasei en judo, qui est associé à un top game au sol, qui sont vraiment textbook, ce que je lui fais travailler depuis qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire vraiment, c'est le clinch tie que je lui fais travailler, c'est le sweep que je lui fais travailler, c'est le top game que je lui fais travailler. Donc, elle a ce truc d'élève très appliqué, où elle va être très à l'écoute de ce que tu vas dire en combat, et elle va écouter ce que tu dis, elle va l'appliquer, etc., etc. La semaine prochaine, ou dans 2 semaines, elle va partir 1 semaine à la Britain Top Team, donc l'équipe de Brad Pickett en Angleterre. Et je lui ai dit, je suis très content que tu ailles là-bas, et je suis très content que tu ailles là-bas sans coach. Parce que tu vas être obligé de, non pas d'avoir mon feedback sur ce que tu fais, mais d'avoir ton propre feedback sur ce que tu fais. Tu vas être obligé de, tu fais low kick intérieur, tu vas être obligé de savoir si c'est un bon choix ou un mauvais choix. Parce que personne va être là pour te guider. Donc, tu vas être obligé de comprendre quand tu fais direct avant, direct arrière, etc. Est-ce que c'est des bons choix, est-ce que c'est des mauvais choix? Et quelqu'un comme Nassourdine Imavov, qui a fait beaucoup de sparring, dont beaucoup de sparring qui étaient non encadrés durant sa carrière, eh ben, il a acquis cette sensibilité et cette analyse où il identifie ce qui sont des bons choix et ce qui sont des mauvais choix pour lui. Et il a ce truc très très fort, c'est que en combat, bien évidemment, il est à l'écoute, il va prendre les informations, mais il va utiliser l'information au bon moment. C'est-à-dire qu'il va savoir comment contextualiser le coaching et l'information pour l'utiliser de la meilleure des façons. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fight IQ, finalement. C'est la prise d'information du coach, cumulée avec sa prise d'information personnelle du moment où l'appliquer, du timing où l'appliquer, de la situation dans laquelle l'appliquer, et cumuler tout ça pour avoir la bonne réponse dans le combat. Et je pense que ça s'acquiert par un cumul de beaucoup de feedback, beaucoup de mises en situation dans lesquelles j'acquiers un feedback, et beaucoup de situations dans lesquelles j'acquiers un feedback donc du coach, j'acquiers un feedback qui est vidéo, que le coach regarde, mais que moi aussi je peux regarder, et j'acquiers un feedback proprioceptif dans lesquels je sens et j'ai identifié par mon intelligence de combat que ceci est la bonne solution. Et le cumul de tout ça fait ton fight IQ. Ouais, j'adore la manière dont tu poses tout ça. Et j'aime beaucoup le fait de mettre en scénario ou contextualiser à l'entraînement pour qu'un athlète puisse, en combat, reconnaître la situation dans laquelle il est et savoir quelle est la meilleure option qui est face à lui pour pouvoir améliorer sa position ou se rapprocher de son objectif du combat. Et si on va un step plus loin, c'est là où les tout grands combattants sont capables de poser des pièges. Poser des pièges, c'est créer une situation dans le combat qui va laisser croire à l'adversaire que le bon choix est de partir sur telle action que tu vas anticiper pour pouvoir gagner un moment ou gagner le combat. Et j'aime bien cette façon de réfléchir tout en sachant que c'est quelque chose qui peut se travailler. Il y a un autre livre qu'on a tous les deux lu, je pense, c'est Thinking Fast and Slow. Et je pense qu'il y a cette capacité à l'entraînement, créer des situations dans lesquelles le combattant va devoir réfléchir pour faire le bon choix. Et à force de reconnaître cette situation plusieurs fois à l'entraînement, il va être capable de l'automatiser. Et c'est là où on va faire la différence entre hors top 15 et dans le top 15, selon moi, c'est la capacité à faire le bon choix de manière automatique plutôt que de devoir réfléchir à quel est le bon choix. Et je dirais même, moi, ce que j'aime beaucoup, Chris, c'est créer des réponses automatiques à des situations qui sont fréquentes. Et donc, dire, voilà, tu arrives dans un combat, tu balances un jab parce que tu vas envoyer un jab. Lui, il va te répondre par un bras avant ou un bras arrière, un jab ou un direct du bras arrière. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et donc, nous, par exemple, ça, c'est un thème qu'on fait, qu'on travaille, c'est j'envoie jab, tu envoies jab, je réponds par quoi? J'envoie jab, tu envoies bras arrière, je réponds par quoi? Et ensuite, j'envoie jab, tu envoies par libre. Donc, on complexifie au fur et à mesure des situations. Donc,
Ensuite, tu envoies libre. Tu peux envoyer direct du bras avant, direct du bras arrière, crochet du bras avant, crochet du bras arrière, uppercut du bras avant, uppercut du bras arrière. Et moi, je réponds par quoi? Et finalement, on automatise une situation qui arrive tout le temps dans les combats. J'envoie jab, tu envoies quelque chose, ça arrive tout le temps dans les combats. Et l'idée de ça, d'automatiser ça, c'est de dire, quand nous, ça va se passer, on est plus près que n'importe qui parce que nous, on l'a fait 10 000 fois, alors que les autres, ils n'ont jamais pris le temps de répéter cette situation pour l'automatiser. Ouais, je pense qu'avec tout ça, il y a matière à réfléchir pour tous les athlètes et les coachs qui auront écouté ce podcast. Nicolas, encore une fois, un tout grand merci de pouvoir nous donner ce temps qui te permet de partager en toute transparence tes connaissances. C'est vraiment, je suis reconnaissant pour ça. Donc un tout grand merci. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant et à très vite. À dans un mois, Nico. Merci à tous.